Bonjour, nous sommes le lundi 10 novembre 2014, il est 13h30 et je voudrais parler de la conception, des aspects du féminisme qui conduisent à une certaine idée de la société et du pouvoir. Il semble en effet que la position des féministes, et à mon avis quand je dis féministes, je dirais presque des femmes en général, parce qu'elles sont terriblement endoctrinées, et elles tiennent le même discours en fait, hein, dans le genre pourquoi pas nous, pourquoi pas d'égalité, enfin c'est un discours qui est récurrent. Mais est-ce qu'elles en assument les conséquences pleinement? Ça c'est une autre affaire. Il est clair que cela exige une intervention. Enfin, ce côté-là, ça ne fait aucun doute. Il faut intervenir dans le cours des choses pour le modifier, pour le changer, pour le transformer. Intervention de qui? Intervention de la société, mais intervention de l'État, intervention du droit, intervention de la technique. Il faut intervenir. Donc le féminisme débouche sur un interventionnisme. Et un interventionnisme à grande échelle. Donc une forme de totalitarisme en fait, pour dire les choses comme elles sont. Il est clair qu'un pays totalitaire sera plus en mesure d'instaurer une égalité de fait, d'imposer une égalité, que si on laisse les choses aller de façon libérale. Le féminisme, d'ailleurs, quelque part, débouche sur une méfiance du libéral. La société elle-même ne peut pas, si on laisse les choses aller comme elles vont, on ne peut pas avancer sur ce plan-là. Il faut donc une lourde intervention. Ce qui conduirait le féminisme à aller vers le communisme, vers le socialisme, qui est le seul à promettre une intervention lourde de l'État et de la société. Ou de la religion éventuellement, si la religion peut intervenir, et à ce moment-là on serait dans une sorte de nouvelle religion. Une religion féministe, dont le credo serait effectivement je crois en l'égalité des hommes et des femmes, nous ferons tout pour obtenir cette égalité, etc., à tous les niveaux et à toute situation. On est dans l'éthique, une éthique de l'égalité. Alors, bon, une fois que ça a été dit, il y a une prise de conscience qui me paraît indispensable. Maintenant, sur le fond du débat, je veux dire, d'où viennent les différences entre les hommes et les femmes, d'où elles sortent, et donc par conséquent, comment pourrait-on les corriger? Alors effectivement, la thèse, parce qu'on est en plein dans la sociologie, on est dans une zone de credo sociologique, c'est-à-dire qu'on change l'environnement, on change tout. Bon, alors la thèse que je viens d'entendre d'ailleurs à France Culture il y a quelques minutes à la grande table, c'est réentendre celle d'une Françoise Héritier, etc., qui n'était pas là, mais enfin, qu'on a évoqué, qui d'ailleurs a pris la succession de Lévi-Strauss, bon, passons au Collège de France, c'est que on aurait instrumentalisé des différences, qui étaient là, effectivement, et on leur aurait donné, on les aurait amplifiées, en quelque sorte, on aurait greffé sur ces différences tout un ensemble de division sociale, de répartition sociale, de caste, etc. Donc, si on l'a fait, on peut le défaire. On peut revenir en arrière en disant, bon, effectivement, on s'est amusé à faire des différences de ce genre, et à ce moment-là, on revient un peu à la question du racisme. C'est-à-dire, effectivement, c'est sur des bases raciales, sur des critères de peau qui n'ont aucune valeur, qu'on a établi une distinction sociale. Puisque ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun intérêt.
Alors, la première question, c'est est-ce que ces différences sociales font sens? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Deuxième question, si elles sont nécessaires, et si elles ont été jugées nécessaires, est-ce que ça signifie que, de toute façon, il va falloir les maintenir, mais les maintenir sans s'appuyer sur ce visuel? On décroche du visuel. Ça me fait penser un peu au décrochage des finances et de la monnaie par rapport à l'étalon or. Donc en fin de compte, on vivrait dans une civilisation qui rejetterait le visuel, qui ne ferait pas du visuel un élément déterminant. Alors, renoncer au visuel, ça va très loin. On ne tient pas compte du visuel au niveau de l'âge, au niveau du sexe, au niveau de la race, de la couleur. Tous ces éléments visuels sont considérés comme des épiphénomènes complètement aléatoires et qu'il faut ne pas voir, en quelque sorte. En tout cas, ne pas intégrer comme constituant une information utile pour la société. Ces informations n'ont aucun intérêt social. La seule chose qui soit intéressante, c'est ce que dit la loi. Hein, la loi nous dit ce qu'il faut voir, et ce qu'il faut comprendre du monde, ce qu'il faut en retenir. Vous voyez à quel point on tombe dans un processus de légalisme, de juridisme extrêmement contraignant et extrêmement aliénant aussi, quelque part. Car si on considère que le fait de considérer la couleur, le sexe, l'âge, et encore l'âge, il semble qu'on le considère quand même. Bon, alors il faudrait comme s'attendre là-dessus, n'est-ce pas? Je crois que dans nos sociétés, l'âge est considéré. Hein. Alors maintenant, si on dit aux gens, ne tenez pas compte de l'âge, où va-t-on? Hein? Bon, alors donc l'âge, ça coince au niveau de l'âge, ça coince. Au niveau de l'emploi, que des couples, etc., ça passe pas très bien. À ce moment-là, il faut rentrer dans une sorte de comptabilité de l'âge. Des gens qui ont tel âge, voilà, c'est un nombre. C'est pas le visuel, c'est ce qui est sur la carte d'identité. Vous avez quel âge? Vous êtes de quelle année de naissance? Voilà. Vous êtes dans cette sorte de mathématiques, là, bon ben voilà, au bout de tel âge, on prend sa retraite, tac, tac, tac. Bon, d'accord. Donc c'est pas un visuel, admettons. Mais bon. Alors, donc il faudrait considérer que l'attribution d'une activité à quelqu'un serait fonction, je ne sais pas moi, du tirage au sort, serait fonction des besoins. Bon. Alors, je crois que l'assimilation du sexe à la race et à l'âge, je crois que ce sont des assimilations un petit peu contestables en fait. Hein. Oui. Je crois que la fonctionnalité, en tout cas, de l'homme et de la femme est plus évidente quand même et plus défendable que celle qui concerne les races ou même les âges. Et encore les âges, c'est aussi lié à la question de la procréation. Donc les races, que le racisme, que la lutte contre le racisme ait abouti à la lutte contre le sexisme, c'est un vrai problème. Est-ce que c'est légitime de faire ce glissement? Je ne le crois pas. Mais reste la question de l'apprenti sorcier. Peut-on changer les choses? Et là, on peut faire des expériences. Moi je dis, faisons des expériences. Vérifions, c'est-à-dire qu'il faut une biodiversité au niveau social. On ne va pas tout mettre, on ne va pas avoir une sorte de position globale et totale. Là, on serait dans une sorte de totalitarisme à l'échelle mondiale. Non. Certaines personnes disent que, et ça doit se faire sur des générations probablement, que les femmes peuvent être aussi performantes, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi, dans le domaine musical, philosophique, économique, etc., que les hommes,
Au plus haut niveau, au plus haut niveau. Voyons ce que ça donne. Le problème, comme je l'ai expliqué d'ailleurs lors du café philo hier à quelques personnes, le problème, c'est que on n'a pas non plus complètement compris le processus de la postérité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on dénonce un phénomène d'élitisme sans en comprendre les fondements et les processus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que sait-on du processus qui désigne Jean-Sébastien Bach ou Debussy comme des grands compositeurs, ou Hegel et Kant comme des grands philosophes, etc. Croit-on que c'est parce que on a voulu éliminer les femmes, que ce sont des hommes qui sont le ciment de toutes les histoires, de tous les domaines, quasiment. Les femmes seraient en quelque sorte chassées de l'histoire, elles ne seraient pas des acteurs de l'histoire, elles seraient des suiveurs de l'histoire. Alors maintenant, on veut nous montrer que c'est faux, et qu'il y a eu une conspiration. Hein, je disais l'autre jour à cette dame avec qui j'ai discuté, vous êtes conspirationniste, alors vous dites qu'effectivement, il y a une grande conspiration millénaire, séculaire contre les femmes, pour les empêcher d'aller trop haut et de se faire connaître, et de monter au niveau de l'excellence. C'est ça. Donc on est dans une... Alors là aussi c'est intéressant parce que les sociétés totalitaires sont très conspirationnistes aussi. Il y a un mal contre lequel il faut lutter, un mal M-A-L et M-A, accent circonflexe L-E. Voilà. Donc voilà le climat dans lequel je voudrais situer le féminisme: conspirationnisme, totalitarisme, intervention brutale et systématique de l'État pour obtenir un certain nombre de résultats, de façon à réformer les erreurs du passé, les errements du passé, qui ont pourtant donné des résultats assez intéressants, mais qui, au regard d'un point de vue féminin, sont une catastrophe, sont une injustice, ne sont pas justifiés, et donc, par conséquent, l'ordre ancien doit être complètement remis en question.